Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un homme autiste, une rareté. Alors bonjour Elvis. Bonjour à toi. Tu nous parles de la France Eh euh, oui, et tu vas nous parler du handicap invisible et d'expériences que tu as vécues en tant que personne autiste. Alors je vais te laisser la parole, tu veux nous ok. raconter ton histoire. Alors mon histoire, en quelques mots, moi j'ai été diagnostiqué assez tard, comme bon nombre de gens de ma génération ici en France. J'ai bientôt 40 ans et j'ai été diagnostiqué à 35 ans. Donc voilà, ça fait à peine bientôt 5 ans du coup que je sais que je suis autiste. J'ai eu une enfance très compliquée. Avec heureusement des parents assez bienveillants. Bon, j'y reviendrai plus tard sur cette bienveillance, mais bon, j'ai eu des parents qui ont vraiment essayé de m'aider, voilà pour le coup, mais qui n'ont jamais compris ce que j'étais, voilà, je le comprenais pas, ils ne comprenaient pas non plus. Ils ont juste remarqué que j'étais différent, voilà, des autres. On leur a fait remarquer aussi que j'avais des différences, mais sans jamais savoir en quoi j'étais différent. Donc du coup, j'ai eu une enfance voilà, très compliquée en comprenant jamais le monde. Je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça. Je me posais des questions qu'apparemment personne ne se posait. On me disait tout le temps, bah tu cherches trop loin, tu veux chercher trop, tu te prends trop la tête, c'est machin. Mais j'ai toujours eu besoin, moi, de savoir les choses, d'imaginer. Enfin, j'ai vraiment ce besoin. Euh, tout mon cursus scolaire a été compliqué. Euh, juste tout mon primaire, j'ai été j'avais des très bonnes notes. J'étais premier de la classe, j'avais de très bonnes notes, j'arrivais bien à me camoufler du coup. J'ai eu vraiment, donc j'étais vraiment oui dans le top toujours. Une année, je crois, j'ai fini deuxième de la classe, c'était la fin pour moi. Je suis rentré à la maison en disant je suis nul, je sers à rien, je machin parce qu'on m'avait dépassé de, j'avais eu 19 et demi et le premier avait eu 20, donc voilà, bah, mais pour moi, ça a été un effort, ça c'était horrible. Et est arrivé le secondaire, donc nous, ce qu'on appelle ici en France le collège, Mhm. où tout s'est effondré. C'est-à-dire, je suis arrivé, alors tout change, parce que c'est vrai que nos primaires, comment on est dans la même classe, on a le même professeur, et puis là, on arrive, alors on change, on a un professeur par matière, tous les heures, on change, on doit machin, puis là, ça commence l'adolescence, puis, alors, faut savoir un truc en France, c'est qu'en fait, l'école, comme elle est faite, surtout le cursus, à partir du cursus secondaire, les élèves, ils sont pas là pour apprendre, ils sont là pour créer leur réseau social. Ouais. C'est vraiment en France, ça c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire par exemple en France, euh, les élèves, ils vont pas s'habiller pratique, ils vont s'habiller beau pour être populaire. C'est vraiment très important, c'est même plus important que l'école. C'est-à-dire celui qui va bien apprendre, eh ben en fait, il va pas être populaire. Vraiment, enfin, on a vraiment ce truc. Et moi, j'étais là pour apprendre, donc j'étais pas populaire. Voilà, et c'est vrai que voilà, ça a été compliqué. Du coup, je suis parti en cacahuète. Alors, encore une fois, c'était de ma faute. C'est moi qui ne voulais pas faire les choses. Toute ma scolarité, on m'a dit que j'avais de grandes capacités, mais que je ne voulais rien faire. Et donc, du coup, ils se sont efforcés à essayer de trouver les moyens de me motiver à faire les choses, puisque eux étaient persuadés que c'était une volonté de moi de ne rien faire. Donc, moi, alors, bah, j'étais à fond, en vrai. Moi, je voulais faire. Et du coup, donc là, il y a eu déjà un premier clash où, en fait, en se disant, bah, mais non, pourquoi il dit ça? Moi, je veux faire les choses. Donc, comment je pourrais donner plus que ce que je donne déjà? Et en fait, eh ben, c'est là que j'ai commencé à me dire que bah, en fait, j'étais peut-être diminué. En fait, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je comprends pas parce que les autres y arrivent. Apparemment, c'est pas si difficile et moi, j'arrive pas. On me demande de faire plus et j'arrive pas à faire plus. J'ai l'impression d'être à fond. Donc, j'en ai déduit que c'était moi le problème, que c'était moi qui allais pas bien.
que j'étais... Et j'ai petit à petit perdu de plus en plus confiance en moi, en mes capacités, en mes choses, et ça a été de pire en pire jusqu'à arriver, en fait, vu les notes que j'avais en primaire, ils m'ont mis dans la... Quand je suis rentré en secondaire, on avait, en fait, on mettait les classes par niveau. Mhm. C'est-à-dire les A, c'était très, il y avait des bons niveaux, puis on B, C, plus on descendait, C, c'était les nuls. Mais c'était vraiment vu comme ça, c'est-à-dire voilà, on avait vraiment cette différence où on mettait les nuls ensemble, les moyens ensemble et les bons ensemble. Et donc du coup, moi, vu mes résultats, j'étais en classe A, donc les meilleurs entre guillemets. Et c'était des classes européennes, c'est-à-dire on faisait plusieurs langues. Mm. Normalement, quand on commence le collège, on fait une langue vivante. Et là, nous, on commençait, on faisait deux langues vivantes. Vous voyez, on travaillait plus, il y avait de un côté. Donc j'ai commencé, j'ai fait tout mon début de secondaire, dans ce qu'on appelle le collège ici, ça fait la sixième, cinquième, quatrième et troisième. Donc ça, c'est le cursus collège en France. OK. Et donc tout ce cursus, jusqu'avant la troisième, je l'ai fait en classe A. Et arrivé en troisième, j'ai pris la décision d'aller en classe professionnelle. Alors la classe professionnelle, à l'époque, c'était vraiment vu comme les nuls des nuls. OK. C'est-à-dire que quand tu n'arrivais pas en général, eh ben, on te mettait en professionnel pour après aller sur des cursus pour faire boulanger, pour faire... Mm. qui étaient un peu considérés comme bah, allez, des métiers où il ne fallait pas être très intelligent pour le faire, hein. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'était pas ma façon de penser, mais voilà, c'était de penser comme ça là-bas. Et en fait, je me suis dit, eh ben, vu que je suis nul, eh ben, je vais aller dans une classe de nuls, en fait. Et ça a été vraiment, à l'époque, ce que j'ai pensé. Et les enseignants, tout le monde a dit, ben, comment non, ils voulaient pas, ils voulaient vraiment pas. Ils disent, ben non, non, c'est le gâché, il est trop intelligent, faut qu'il aille, machin. Et moi, je dis non, je veux pas. Donc, ils ont accepté à contre-cœur de me mettre dans cette classe, où en fait, bah, j'avais, oui, en effet, c'était un niveau très bas par rapport à tout ce que j'avais vu avant. Et ça, et puis après, voilà, après j'ai attaqué donc le lycée, qui a été juste après, donc je suis allé en lycée professionnel, où j'ai commencé une année de vente, voilà, de vente. Ça ne l'a pas marché, à la fin de cette année, j'en pouvais plus. Voilà, l'école, c'était fini pour moi. Donc l'école, en France, est obligatoire jusque 16 ans. OK. Donc à 16 ans, j'ai dit allez, stop, j'ai tout arrêté. Je suis allé, comment? Je suis allé, puis après, j'ai essayé des apprentissages, j'ai essayé, je suis allé, j'habitais pas loin d'une grande ville, je suis allé m'installer dans une grande ville, Mm. essayer de faire de la cuisine, enfin me chercher, essayer de faire quelque chose. Mais à chaque fois, c'était un échec. À chaque fois, c'était trop, je comprenais pas, c'était trop compliqué pour moi. Et c'était toujours, on m'en demandait toujours plus. Ouais. Et moi, persuadé, bah non, je ne peux pas. Donc ça s'est fini, bah, où je pense mes parents ont abandonné l'idée de me faire faire quelque chose. En fait, en se disant, bah, on a essayé, bah tant pis, il n'y arrive pas, donc bah tant pis, on va le laisser là, dans sa chambre. Et puis, enfin vraiment par dépit, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà. Et donc j'ai vécu tout seul. Enfin, j'avais une bande d'amis à l'époque qui finalement, bah, je m'en suis séparé. Ils m'ont laissé tomber aussi parce que bah, je devenais insupportable. J'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, donc moi je travaillais pas, donc je vivais à leur crochet, c'est-à-dire on allait manger quelque part dans un restaurant ou quoi, ou un fast-food ou tout. Bah, moi, j'avais jamais d'argent. Ouais. Eux travaillaient et tout. Donc, en fait, bon, bah, ils me payaient à manger, mais à un moment, ça devenait pas normal. Enfin, oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était en fait, je profitais d'eux. Voilà, parce que moi, je gagnais jamais rien, mais eux m'entretenaient parce que c'était mes amis. Puis, bah, forcément, quand on allait manger tous au McDonald's ou je sais pas, enfin, tu vois, ils allaient pas eux manger et puis moi pas manger. Donc, à chaque fois, il y en a un qui me payait quelque chose et tout. Mais bon, au bout d'un moment, bah, ça a commencé à avoir de la rancœur, ça a Mm. commencé à... Puis moi, j'allais pas bien, bref. Donc tout a éclaté. Et je me suis retrouvé tout seul, dans mon sous-sol, chez mes parents.
sans aucune perspective d'avenir. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire dans la vie. Enfin, j'avais plus du tout confiance ni en moi, ni quoi, ni qu'est-ce. Enfin, c'était vraiment horrible. Donc, je passais mes journées à fumer des joints et à jouer à la console, enfin, à m'occuper, en vrai. Ma chambre, c'était un dépotoir, c'était des ordures partout. Donc ma mère de temps en temps, enfin, elle clinait la chambre pour pas que enfin, voilà, que je tombe malade, hein, parce qu'avec vraiment, il y avait vraiment un immense, enfin c'était vraiment, j'ai vécu comme un SDF dans ma chambre, quoi. Enfin, mais vraiment, c'était devenu un squat. Enfin voilà, c'était n'importe quoi. Et, euh, et j'ai rencontré ma femme actuelle, donc ça fait faire bientôt 15 ans qu'on est ensemble, qui m'a sauvé la vie. Mais vraiment. Vraiment, on s'est rencontrés et en fait, eh ben, elle m'a sorti de là, elle m'a montré que je pouvais faire des choses, elle m'a montré que je pouvais être un papa, parce que j'ai deux enfants. Et du coup, enfin, elle m'a redonné confiance en moi, en ce que je pouvais faire, en ce que je pouvais être. Et elle est devenue mon aidante, comme beaucoup de personnes autistes. Ouais. Enfin, ceux qui ont la chance de tomber sur une personne qui nous aide, mais qui du coup s'épuise beaucoup à m'aider, du coup, parce qu'elle aussi a ses problèmes. Je veux dire, enfin, voilà, elle a des choses à gérer aussi. Donc c'est un troisième enfant pour elle à gérer, c'est pas simple. Et puis voilà, bah, j'ai commencé, on a vécu ensemble. Je suis parti sur l'île de Saint-Martin, euh, c'est de la Guadeloupe. On a vécu 3 ans là-bas, où j'ai vraiment apprécié mon passage sur cette île, parce que je suis tombé sur des gens qui se moquaient des apparences, Mm. qui ne jugeaient pas, qui m'ont donné ma chance. C'est-à-dire, je suis allé chanter un karaoké dans un bar. Et là, le patron m'a dit, mais tu chantes super bien. Est-ce que tu veux chanter pour moi tous les soirs? Et je te paye. Ça, c'est un truc en France qui m'était jamais arrivé. C'est-à-dire, il y en a plein, ils m'ont toujours dit, tu chantes super bien, t'es un super musicien, tu fais. Mais rien. Ouais. Rien derrière. Dire c'est, ah oui, c'est bien, ah ouais, c'est bien, tu chantes bien, mais non. Bon, bah, t'as un job pour moi? Bah non. Ah, voilà. Et c'est la première fois de ma vie où quelqu'un m'a dit, tu chantes super bien, je te donne un job. Et j'ai travaillé 3 ans là-bas. C'est la première fois que j'avais un travail stable, où je vivais, qui ne m'épuisait pas outre mesure. Et donc voilà, j'ai vécu là-bas 3 ans. J'ai mon premier fils qui est né là-bas. Et puis on est rentré en France. Voilà, pour diverses raisons, on avait envie de rentrer, on est rentré. On a eu un deuxième enfant. Et en fait, bah, peu avant d'avoir le deuxième enfant, on a notre premier fils bah, qui montrait des signes d'atypisme. Voilà, Mhm. il était, encore une fois, enfin, il était pas comme les autres, mais il était comme moi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, moi, je le comprenais tellement bien, mais ma femme, pas du tout. Ça partait au clash entre les deux, enfin, c'était très compliqué. Ma femme, au départ, était dans une idée du je suis le parent, c'est moi qui dois commander, c'est moi qui dois diriger, les enfants doivent s'écraser devant moi. Enfin, voilà, c'était vraiment ce truc du parent tout puissant. Voilà. Avec mon fils, ça ne marchait pas du tout. Et puis voilà, on a commencé à consulter parce qu'il y a sa sœur à ma femme qui a une fille, une grande fille maintenant, donc qui a été diagnostiquée autiste très tôt. Et elle lui a dit, écoute, ton fils me fait beaucoup penser à ma fille, machin. Donc c'est là qu'on a commencé à parler d'autisme. Ok. Parce que comme beaucoup de gens à cette époque, pour moi, autiste, c'était pas du tout ça. Pour moi, autiste, c'était cette vision qu'on a. Alors, je prends comme référence un film qu'on a en France qui s'appelle Rain Man, Mm. qui est un film en fait qui met en scène une personne autiste, euh, déficiente, qui ne parle pas, qui se referme vraiment sur lui-même, et qui à côté, c'est un génie dans les mathématiques, dans les machins. Et en fait, pour beaucoup de gens, l'autisme, c'est ça. C'est des génies qui sont incapables de communiquer ou qui se tapent la tête contre les murs, enfin voilà. Donc rien à voir avec
ce qu'est vraiment l'autisme. Mais c'est le cliché de l'autisme que, encore même maintenant, beaucoup de gens ont ça. Quand j'ai commencé à parler d'autisme à ma mère, elle me dit, oh non, elle me dit, t'es pas autiste, toi. Parce que, en fait, pour elle, être autiste, c'était péjoratif. Mm. Vu comment j'étais intelligent, comment je parlais, comment je communiquais, c'était pas possible que je sois autiste. Enfin, dans sa vision, justement, Ouais. de l'autisme. Donc, on a fait diagnostiquer mon fils, qui a été diagnostiqué, et bah, s'est posé la question de moi. À un moment, je me suis dit, mais enfin, il me ressemble quand même beaucoup. Quand ma mère l'avait en garde, elle me disait, mais c'est impressionnant comment j'ai l'impression que c'est toi quand tu avais son âge. Et là, voilà, ça a commencé à faire les connexions. Grâce à Internet, c'est vrai que franchement, Internet maintenant, c'est un très bel outil. Bah, bon, enfin, comment? Moi, j'ai connu avant Internet. J'ai connu avant Internet et j'ai connu l'après. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que pour moi, l'Internet, ça a été vraiment une révélation parce que je pouvais apprendre ce que j'avais envie quand j'en avais envie, de la façon dont j'avais envie. J'étais pas obligé d'aller dans une institution qui n'est pas faite pour moi pour apprendre. Je pouvais apprendre autrement. Mm. Donc c'est vrai que grâce à Internet, j'ai pu me renseigner sur l'autisme, rentrer en contact avec d'autres personnes autistes pour échanger, se rendre compte que je n'étais pas tout seul Ouais. aussi. Puisque en fait, toute ma vie, j'ai eu cette impression d'être tout seul, d'être un alien, je ne sais pas de quelle planète, priant que mes parents viennent me rechercher un jour. Mais voilà, j'avais vraiment cette impression que personne jamais ne me comprendrait. Chaque fois que je parlais, j'ai une anecdote. À un coup, j'étais donc j'étais en vente là, donc au tout début du lycée, Mhm. et on parlait, on avait un débat un peu avec avec une prof du coup, et on parlait de la mort. Alors moi j'ai un truc, c'est que la mort ne m'attriste pas. Et pour moi ce n'est pas quelque chose de triste. Enfin pour X raisons, mais voilà, ce n'est pas quelque chose de triste. Et j'argumente là-dessus en disant, bah voilà, bah non, parce qu'en fait, moi, pour moi, la mort, bah, c'est juste une étape de la vie. Alors je ne suis pas croyant. Pour moi, je ne sais pas s'il y a quelque chose après ou pas. Hein, je serais plutôt agnostique. Du coup, je verrai bien une fois que je serai décédé. Mhm. Mais pour moi, voilà, donc, mais je me dis, voilà, c'est arrivé à un moment, c'est inévitable. Et en fait, j'aimais cette réflexion en disant que pour moi, les personnes qui sont tristes quand quelqu'un meurt, ben c'est un peu égoïste, puisque ils sont tristes, ils reverront plus la personne. Voilà, c'est par rapport en fait ce qu'ils ressentent par rapport à cette personne. Et là, je me suis fait mais, euh, lapider sur place. Il aurait pu me J'imagine. pendre. Et en fait, voilà, à chaque fois que j'amenais des réflexions un peu poussé, et ben à chaque fois enfin, je me faisais lyncher quoi. Donc à un moment je dis bah, je vais arrêter de parler, de partager des choses. Et c'est vrai que pendant longtemps j'ai pensé qu'il y avait que moi qui était comme ça, qui pensait comme ça. Et bah force est de constater que non, on est quand même beaucoup. Ouais, voilà, cette rencontre du coup fait partie du coup de se dire je ne suis pas tout seul. Et c'est vrai que, alors c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que avant de le savoir que que j'étais autiste, je ne cochais jamais les cases. Quand je devais remplir des formulaires ou remplir des choses, c'était toujours, parce que je ne cochais rien. Et quand j'ai commencé à rechercher sur l'autisme, bah là je cochais tout. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait tellement du bien. Alors pas de se mettre une étiquette, parce que c'est pas une étiquette, dire non, mais de se dire je fais partie de quelque chose. J'ai des semblables, j'ai des gens qui me comprennent, j'ai des gens qui vivent la même chose que moi et qui vont pouvoir m'aider Ouais. et que je vais pouvoir aider en retour. Et se sentir utile, ça c'est... Moi, il y a un truc qui me peine énormément, c'est que j'ai l'impression qu'en tant qu'autiste, on nous refuse le droit à mettre notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire, on passe notre vie en fait
à nous dire, Wow, bah, il va mettra des vis dans des sachets, puis ça. Mais en fait, voilà, moi je pense que cette société est la nôtre autant que celle de tout le monde, et on a ce droit de mettre notre pierre dans le mur à notre façon. Et j'ai moi cette impression que des gens ne veulent pas, ne veulent pas de nos idées, ils ne veulent pas de notre façon de penser, ils ne veulent pas de notre façon d'être et d'exister. Et essayent en fait à tout prix de changer les autistes. Alors j'utilise ce terme qui est désautiser. J'ai vraiment cette impression qu'en fait on essaye de nous enlever ce qui fait de nous ce qu'on est pour devenir des non-autistes. Et donc voilà, donc c'est quelque chose voilà, qui a été très compliqué dans ma vie. C'est voilà, de me sentir inutile, de me sentir inutile. Et donc voilà, du coup, on arrive là maintenant où depuis que je suis diagnostiqué, eh bien il y en a qui appellent ce diagnostic une renaissance. Mhm. Alors moi, je dirais que c'est carrément une naissance. Puisqu'en fait, j'ai cette impression d'avoir vécu pendant 35 ans la vie de quelqu'un d'autre. Et de plein de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est-à-dire tellement, en fait, on a tellement remis en question moi, que en fait, j'ai vécu des autres moi en copiant ce que je voyais, en copiant des comportements qui, pour le coup, ne me correspondaient pas beaucoup. Un exemple concret, pendant longtemps, je jouais le rôle. En fait, j'étais persuadé que pour être un homme, et pour être considéré en tant qu'homme, et pour être accepté dans comment, auprès des hommes, eh ben, il fallait être super baraqué, il fallait avoir un sexe de 40 centimètres, il fallait avoir couché avec toutes les femmes du monde, il fallait voilà, enchaîner les conquêtes, il fallait bien sûr dénigrer les femmes, machin. Et en fait, c'est quelque chose qui me coûtait encore plus, puisque c'est pas du tout ma façon d'être ni de penser. C'est-à-dire, je respecte beaucoup les hommes et les femmes, d'ailleurs, je veux dire les deux, que ce soit homme ou femme, je respecte tout le monde. Mais en fait, ça me coûtait de passer de jouer ce rôle de quelqu'un de misogyne, Mm. de quelqu'un de. Mais en fait, j'étais persuadé que je n'avais pas le choix, que c'était ça, qu'il fallait que je fasse ça pour être accepté dans les hommes. Et, euh, et donc voilà, et de jouer tous ces rôles, mais ça nous coûte une énergie phénoménale. Et j'ai arrêté. Enfin, pas totalement, puisque en fait, j'ai des fois. C'est tellement instinctif en fait de jouer ces rôles que ça revient sans que je m'en aperçoive. Ouais. Euh, mais j'essaye le plus possible de rester moi-même. Maintenant que je commence aussi à savoir qui je suis. Puisque c'est tellement enfui qu'en fait, je dois faire le tri entre 35 ans de jeu de rôle et essayer de me dire qu'est-ce qui était du jeu de rôle et qu'est-ce qui était vrai. C'est-à-dire, j'ai été jusqu'à remettre en question ma femme et mes enfants. À me dire, mais est-ce que je les aime vraiment? Est-ce que c'était vraiment un choix de ma part d'avoir une femme et des enfants? Ou est-ce que j'ai fait ça par jeu de rôle en disant, c'est comme ça qu'il faut faire dans la société, il faut une femme. Bon, fort heureusement, oui, j'aime vraiment ma femme et mes enfants. Mais voilà, c'est une question, je veux dire, je suis arrivé à me la poser. Et je suis arrivé à le dire à ma compagne, donc à lui dire, écoute, je suis en train de remettre en question notre relation. Donc ça a été très compliqué à elle, je l'entends que tu dises, mais j'ai été obligé de le faire. Et j'ai été obligé comme ça de refaire 35 ans, à reprendre toutes les petites étapes de ma vie, les tatouages. Ah, est-ce que j'aime vraiment les tatouages? Je conduis une grosse moto, ou est-ce que pareil, c'est pas comment un jeu de rôle en me disant voilà, faut pour le badass sur sa moto pour cacher une faiblesse, je sais pas. Voilà, c'est finalement oui, j'aime les tatouages. Voilà,
Il est arrivé des trucs, mais bon, j'ai dû quand même refaire ça. Et j'ai dû faire quelque chose qui m'a coûté beaucoup. C'est haïr mes parents. Mm. Alors, pourquoi haïr mes parents? Euh, je disais tantôt là que mes parents avaient été très bienveillants. Ouais. C'est vrai. Mon père, j'ai jamais manqué me rien. Mon père et ma mère n'ont jamais été violents avec moi. J'ai pas été maltraité. Voilà, il y a aucun souci là-dessus. Et c'est des parents qui ont toujours tout fait pour m'aider. C'est vraiment, voilà, enfin, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils ont vraiment voulu m'aider tout le temps. Ils ont toujours été là pour moi. Par contre, le problème, c'est que de ne pas être conscient de ce que j'étais, donc autiste, et de ne pas avoir le bon mode d'emploi, en fait, eh bien, en fait, ils en sont devenus malveillants. Alors, pour illustrer ça, j'aime bien utiliser l'image d'une personne qui nourrit un chien et qui lui donne du chocolat, sans savoir que le chocolat est toxique pour le chien. C'est-à-dire que la personne part d'une bienveillance, j'ai envie de faire plaisir au chien. Et en fait, le problème, c'est qu'elle va penser, elle va se dire qu'est-ce qui, moi, me ferait plaisir. Ouais. Là, elle se dit, moi, j'adore le chocolat. Ça me fait plaisir quand je mange du chocolat. Donc, cette personne se dit, eh bien, si moi, ça me fait plaisir, ça va faire plaisir au chien. Sans prendre en compte que la physiologie et la physionomie du chien n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, elle va donner du chocolat au chien, et le chien va mourir, puisque le chocolat est très toxique pour lui. Et dans ce cas présent, on se pose la question, mais qui est responsable de la mort du chien? Eh bien malheureusement, bah, c'est la personne qui lui a donné le chocolat, qui l'a empoisonné. Alors, par involontairement, bien sûr, mais le chien reste mort quand même. Même si c'est par ignorance, c'est par oui, donc non connaissance, mais le résultat reste le même. Et en fait, avec nous autistes, on vit tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les jours. C'est qu'on a des personnes qui veulent nous aider, qui sont extrêmement bienveillantes et qui nous font du mal en pensant faire notre bien. Et pour illustrer ça, j'ai une anecdote. Du coup, mon dernier travail en date, je travaillais dans un GEM autisme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est une maison, voilà, c'est géré par une association. C'est une petite maison où les autistes peuvent se retrouver et partager des choses ensemble. Donc voilà, donc on fait des jeux de société, on partait, je veux dire, on allait, on faisait voilà, on faisait des activités, on allait dans des parcs d'attractions, on discutait, on buvait le café, on regardait des films. Enfin voilà, c'était un club du troisième âge, mais pour personnes autistes. Et on pouvait aussi s'entraider à faire des papiers. S'il y a des personnes qui pensaient qu'elles étaient peut-être autistes, ben, on pouvait les aider à trouver des personnes pour poser les diagnostics. Voilà, alors on ne posait pas de diagnostic nous. En fait, les gènes n'ont rien de médical. Voilà, c'est vraiment des groupes d'entraide. Et il y a des gènes d'ailleurs autres que autisme. Il y a des gemmes pour alcoolique, il y a des gemmes pour traumatisme crânien, voilà. Où juste on se rejoint avec une même thématique, on partage tous la même thématique, donc là pour le coup l'autisme, et on s'y rejoint. Donc j'étais adhérent de ce GEM, donc j'y allais de temps en temps, puis j'allais animer de temps en temps des karaokés. Voilà, j'avais pas mal de matériel, donc je faisais du karaoké. Et puis un jour, il y a eu un recrutement qui s'est fait. Ils recrutaient parce qu'en fait, le GEM est géré par ses adhérents, mais il y a quand même deux personnes qui sont là pour encadrer, Ok. pour un peu faire l'administratif, voilà, puis pour encadrer, pour on va dire canaliser un peu toutes les idées des adhérents et les mettre en application.
Et du coup, moi, j'étais très intéressé. Je me suis dit, mais bah, oui, ça, enfin, je me sentais capable de faire ce poste. En plus de me dire, je vais aider mes semblables. Enfin, c'était quelque chose que je devrais faire. J'ai eu le soutien du président de l'association. J'ai postulé et je me suis fait recruter. Du coup, et j'ai pris mon poste comme animateur, coordinateur du GEM Autisme. Et là, moi, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, j'ai trouvé un métier qui va être salutaire pour moi. En plus, une stabilité, un salaire régulier tous les mois. C'est chose que je n'ai jamais eue. Et puis, je vais pouvoir aider mes semblables, enfin tout. Et puis, je me suis dit aussi, étant dans un endroit fait pour les personnes autistes, ils vont être les plus, comment, les mieux placés pour comprendre mes difficultés Ouais. et adapter mon poste de travail. Parce que, ou mieux que dans un endroit comme ça, je vais trouver quelqu'un qui me comprendra autant. D'ailleurs, à ce sujet, donc nous en France, on a ce qu'on appelle la RQTH, qui est une reconnaissance de travailleurs handicapés, qui est délivrée par donc la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, qui va décider du coup si on est en situation de handicap. Et si elle décide on est en situation de handicap, elle nous apporte cette attestation. Et cette attestation oblige les employeurs à... comment? Alors, ils ne les obligent pas à nous embaucher, mais chaque entreprise de plus de 20 salariés, je crois, doit avoir un quota Ok. de personnes en situation de handicap. S'ils n'ont pas ce quota, ils payent une amende. Donc en fait, voilà, le fait de faire ça, ça permet de faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. Et en plus, cette reconnaissance nous permet d'avoir un poste adapté au regard de notre handicap. Et donc le recruteur me demande mes besoins. Il me demande du coup de quoi j'ai besoin pour adapter mon poste. Alors bah, là, je sais pas tellement. Parce que du coup, moi, voilà, donc on essaye de chercher. Je dis, bah, moi, mon problème, un de mes plus gros soucis, c'est l'ultra-fatigabilité. Je me fatigue très vite. Je suis une éponge à sentiments. Enfin voilà, il y a dès que je ressens tout ce qu'il y a autour de moi. Donc je me fatigue très vite et je peux arriver vite à être épuisé. Ouais. Donc on se met d'accord et il me dit, bah écoute, déjà ce qu'on peut faire, on a donc dans le GEM, il y a une petite pièce qu'on appelle une pièce de retrait, où tout le monde peut aller se poser, s'isoler. Voilà, il y a un petit canapé, il y a voilà, comment il peut mettre une petite musique douce si on a envie, fermer les volets. Enfin voilà, on peut. C'est une petite pièce pour voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de se mettre à part, il peut le faire. Donc il me dit, écoute, tu peux prendre quand on a besoin une pause. C'est-à-dire que là, si tu as besoin de prendre une pause, bah t'y vas, tu fais une pause et puis tu repars. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'était vraiment convenu que je pouvais prendre des pauses quand je le voulais. Si j'avais besoin de une heure de pause dans la journée, bah, je prenais une heure de pause, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc on se dit ça. Et il me dit aussi, si jamais des fois à la fin de la journée, tu vois que c'est trop compliqué, ou il y a des journées où tu peux pas, carrément peux pas venir, là tu nous préviens quand même en amont, hein, on fait machin, si tu le peux, nous on s'arrange, et en fait il me dit, ce qu'on fait c'est que les heures que tu feras pas, on les met dans un compteur, et quand on est au GEM, on faisait toujours des heures supplémentaires. Ok. Il y a toujours des heures supplémentaires. Des fois, on fait une sortie, on rentre un peu plus tard, ou on veut faire un barbecue le soir, on n'est pas censé travailler. Donc voilà, il y avait dans tous les cas toujours un peu des heures en plus à faire. Donc il me disait, bah, ce sera l'occasion d'entre guillemets rembourser les heures que tu n'auras pas faites. Et il me dit, justement, il me dit, bah, si toi ça te va de nous devoir des heures, hein, je dis, bah non, bah écoute, moi ça me va. Donc on se met d'accord sur ces adaptations. Et puis ça se passe, je veux dire, je me sens super utile, je refais tout le fichier adhérent, je refais des tableurs, après ils me demandent comment. Par exemple, ils m'ont demandé à un moment, ils devaient ressortir, parce qu'en fait ils reçoivent une subvention de l'ARS, qui est l'Agence régionale pour la santé,
L'association reçoit une subvention, pas pour faire vivre le GEM, et en fait, tous les, je sais plus combien de temps, ils doivent rendre des comptes pour savoir si justement ils vont recevoir encore la subvention. Et là, l'ARS leur demandait une donnée. Il leur demandait de savoir combien de personnes venaient plus de 4 fois par semaine. Ok. Donc je leur ai fait un tableur avec, en fait, on avait juste à rentrer en fait le nom dès que les gens venaient, ils notaient de quelle heure à quelle heure ils étaient venus. Et donc en fait, à partir de ces informations, j'avais trouvé des formules et tout pour que ça te calcule automatiquement. Lui, il est venu plus de 4 fois. Lui, il est, enfin voilà, vraiment. J'adorais en plus. Enfin voilà, je leur ai repris tous les fichiers et tout. J'ai tout refait bien. Donc je me sentais vraiment très utile et tout. Mais bon, je m'épuisais toujours très vite. Et donc j'étais souvent en arrêt de travail. En gros, je travaillais 2 mois à peu près. Et j'étais en arrêt une semaine. À peu près, c'était à peu près ça. Alors des fois un peu plus ou un peu moins, mais en moyenne c'était ça. Et en fait, j'avais accepté cette idée. J'avais accepté l'idée que bah, c'était ma façon de fonctionner. De tout donner pendant tout ce que je pouvais, de tomber en épuisement et de devoir mettre une semaine d'arrêt pour me ressourcer, récupérer, et puis c'est reparti. Et puis on se réépuisait. Et pour moi, tout était normal. Et puis un jour, donc j'ai travaillé 2 ans, un peu plus de 2 ans pour eux. Et un jour, j'étais sur mon lieu de travail. Et il y a le président de l'association qui vient, bon, ouais, c'est son droit hein, de venir au GEM, enfin voilà, il y a rien qui l'en empêche. Et en fait, il me dit, ah, Elvis, j'ai besoin de toi. Je dis, bah oui, ok, j'arrive. Là, je me lève, je vais le voir, et là, il était devant la porte du bureau. Et vas-y, je t'en prie. Et là, j'ai compris ce qui allait m'arriver. Donc, en fait, ils m'ont fait un entretien surprise. Et en me disant que, bon, en gros, qu'ils pouvaient pas accepter que je sois en arrêt si souvent, que c'était compliqué pour le fonctionnement du GEM. Ce que je peux comprendre en soi. Je peux comprendre que ne pas compter sur son employé, ça peut être compliqué pour faire tourner une entreprise. Je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, leur discours, c'était, encore une fois, c'est à toi de faire des efforts. C'est à toi de faire en sorte que tu ne sois pas en arrêt aussi souvent. Parce que sinon, ben, on va se passer de toi. Mais à aucun moment, il ne m'a demandé comment on pourrait faire pour que tu ne sois pas en arrêt Hmm. aussi souvent. Pas une seule fois. Ça a été dans ce sens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment ça se fait que tu es en arrêt? Et comment on pourrait faire pour que tu n'y sois pas? Ça n'a jamais été, ça a encore une fois été dans le truc, c'est à moi de refaire encore plus d'efforts que je ne fais déjà. Et puis bref, ils m'ont parlé de plein d'autres choses, mais j'ai occulté pas mal de choses parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon corps s'est mis en état de sidération, puisque j'ai vécu cet entretien comme une réelle agression. Ça a été, d'ailleurs, mon psychiatre m'a diagnostiqué un syndrome post-traumatique suite à une agression. Donc ça a vraiment été subi comme une agression. Et on en revient au même. Je veux pas leur jeter la pierre. Je veux dire, le président de cette association, c'est quelqu'un de très bienveillant. C'est quelqu'un qui vient travailler gratuitement. Je veux dire, c'est un bénévole, il est bénévole, enfin, il ne touche aucun salaire Mhm. dans cette association. Donc il donne de son propre temps pour aider des personnes en situation de handicap. Donc, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est pas quelqu'un qui est là pour me nuire. Mais, dans sa façon de faire, malheureusement, même si c'était pas sa volonté, et j'en suis persuadé, je suis persuadé que ce n'était pas sa volonté de me nuire. Et ben finalement, le chien est mort. On en revient au même. Donc du coup, voilà, moi j'ai senti ça comme une réelle agression. Je suis reparti en fait du travail. Ça a été très compliqué pour moi de finir cette journée après cet entretien. J'ai réussi quand même à rester jusque la fin de la journée. Je suis parti, je suis rentré dans ma voiture, j'ai fondu en larmes. Et ensuite, j'ai été incapable de retourner sur mon lieu de travail.
C'est-à-dire, dès que je m'approchais à moins de 100 mètres de mon lieu de travail, je faisais une crise d'angoisse. C'était très compliqué. Et j'ai réessayé, j'ai voulu réessayer, mais c'était impossible. Donc je suis resté, je crois, 5 mois en arrêt. Et puis finalement, le médecin du travail, on a décidé ensemble que ça servait à rien de pousser. Ouais. Pour moi, pour mon bien, pour ma santé. Parce que c'est là, le médecin du travail est là avant tout pour s'assurer de ma santé. Elle m'a vraiment dit, voilà, pour votre santé, c'est pas la peine de pousser. Donc elle a déclaré une inaptitude à ce poste qui m'a permis d'être après licencié pour inaptitude et de toucher le chômage après, du coup, donc de pouvoir avoir quand même un revenu. Et puis là, entreprendre des démarches pour faire des formations, pour aller plus loin. Donc ça, maintenant, c'est le futur. Force est de constater que même dans un endroit fait pour les autistes, Mhm. ils n'ont pas réussi à m'aider. Et c'est pas faute d'essayer. Je veux dire, que ce soit eux, que ce soit même ma chef de service, que ce soit tout le monde, ils ont vraiment essayé de m'aider, comme mes parents l'ont fait. Ouais. Mais n'étant ni formés au véritable autisme, n'ayant pas les outils adéquats, n'ayant pas aussi, enfin, ils doivent rendre des comptes. L'ARS, voilà, ils doivent leur rendre des comptes, donc ils doivent fournir un service. Donc en fait, moi, je ne correspondais pas au service qu'ils étaient obligés de rendre. Donc en fait, tout ça pour dire que même si tout le monde est bienveillant, même si tout le monde a de la bonne volonté, le système est fait d'une telle façon qui va nous mettre obligatoirement en échec. Parce que le système est fait comme ça. Et voilà, et c'est vrai que c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mm. Et on est toujours, alors je le dis souvent à mon fils, parce qu'en fait, une société 100% vraiment inclusive, je ne pense pas que je le verrai de mon vivant. Franchement, alors, j'espère, hope, Ouais, on mais peut bon. croire, mais Mais bon, voilà, en étant réaliste, je ne pense pas que je le verrai de mon vivant. Ça en cours, ça s'améliore, c'est vrai, c'est mieux qu'hier, voilà. Mais c'est quand même, on est quand même pas haut, en fait, dans le mieux. Donc en fait, mon fils, je lui dis, on a 3 solutions. La première, c'est de se suradapter. ouais. C'est-à-dire de se dire, bah, je vais faire plus, plus, encore plus que les autres, pour moi, me conformer à une société qui n'est pas faite pour moi, mais au prix d'un épuisement inimaginable. La deuxième solution, c'est de rejeter cette société. C'est-à-dire, bah, elle n'est pas faite pour moi, on ne m'y veut pas, eh bien, ok, et je vais vivre en ermite au fond d'un bois. Et je me nourris des animaux qui passent, je fais un jardin, je m'habille de peau de bête, voilà. Mais je rejette toute la société. Je rejette tout, je rejette les gens, je rejette les magasins, je rejette le consumérisme, je rejette le confort qui apporte la société. Voilà, je rejette tout ça. Et la troisième solution, c'est d'abandonner. C'est-à-dire, c'est de ne pas se lever le matin et de rester dans son lit toute la journée. Et je lui dis ces 3 solutions. On doit faire un choix tous les matins. Il y a des fois où on va se suradapter, il y a des fois où on va vivre en ermite, et il y a des fois où on va abandonner. Et le but du jeu, c'est d'essayer de s'épuiser le moins possible pour ne pas être abandonné définitivement. Ce qui arrive à beaucoup de personnes autistes, d'être dans l'abandon définitif, de plus sortir. Moi, je connais nombre de gens qui restent chez eux toute la journée, qui ne voient personne, qui n'ont ni amis, ni connaissances, ni rien, parce que ben, ils n'ont plus l'énergie, en fait, de se forcer. Parce qu'il y a un truc aussi que j'aimerais faire comprendre aux gens qui m'écoutent là, c'est que on dit toujours qu'un autiste est solitaire. On dit que les autistes aiment bien être seuls. On dit que les autistes, c'est faux. C'est totalement faux. On adore être avec des gens. Enfin, pour ma part, je vais parler pour ma part, parce que je vais reprendre le jeu, comme ça voilà, je ne vais pas parler pour les autres. Mais j'adore être avec des gens. J'adore partager des choses. C'est juste tellement compliqué de le faire
que oui, parfois, je m'en passe. Mais faut pas croire que j'adore être seul. Faut pas croire que j'ai adoré passer 4 ans dans une chambre entourée de détritus, à me croire la dernière des merdes sur Terre. Faut pas croire que j'aime ça. C'est une des périodes les pires de mon existence. Et voilà, il faut pas croire que je dis, ah, mais il aime bien être tout seul. Non, non, non. Essayez d'entrer dans notre monde. Vous verrez qu'il est magnifique, il est beau, il est complètement différent. Euh, je veux dire, votre monde, et là je m'adresse aux neuroatypiques, votre monde, on le connaît, nous. On le partage depuis tellement longtemps, on s'y adapte depuis tellement longtemps. Et aujourd'hui, moi, je vous fais une invitation. C'est une invitation à vous venir dans le nôtre, à venir dans notre monde et voir comment nous, on voit les choses, et voir comme il est beau, en fait, notre monde. Et votre monde et notre monde, eh ben, ça peut faire un monde ensemble. Et mon but, vraiment, c'est ça. C'est pas de combattre. Je connais beaucoup d'autistes qui sont dans l'extrême, Oui, qui ont une haine. Alors attention, cette haine, elle est compréhensible. Vraiment, elle est vraiment compréhensible. tout à fait. Alors, je ne la conçois pas. Pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas la méthode, je pense, pour arriver à quelque chose de bien. Mais cette haine est compréhensible. Parce que quand on subit depuis tant d'années la haine, justement, eh bien, quelquefois, il n'y a que la haine qui va en ressortir. Hein, c'est le fameux, c'est le fameux, la différence entre Malcolm X et le docteur King, qui tous les deux voulaient la libération du peuple noir, mais il y en avait un qui voulait la façon pacifique, et le deuxième qui lui était non, non, avec tout ce qu'on a souffert, il faut qu'il souffre aussi, il faut. Ou comme on a le féminisme qui, d'un côté, veut l'égalité des sexes, et de l'autre côté, il y a les ultra-féministes qui veulent faire subir aux hommes ce qu'elles ont subi par les hommes depuis tant d'années. Et c'est vrai, les femmes, comme les autistes, subissent depuis trop longtemps voilà, des dépressions et tout. Mais voilà, est-ce que c'est la solution comment, que l'oppressé devienne oppresseur? Je ne pense pas. Ouais. Je pense que la solution et le salut, c'est de se dire, ben, on va à partir de maintenant œuvrer tous ensemble, main dans la main, avec chacun nos particularités, et d'adapter pour tout le monde. Et parfois, ce serait tellement facile d'adapter. En fait, la plupart des personnes pensent que l'adaptation, c'est quelque chose de compliqué. Mais parfois, non. Là, quand j'ai vu pour l'exemple, là, quand j'ai parlé après à mes employeurs de cette histoire et de leur dire qu'en fait, moi, les interviews comme ça, surprises pour me dire tout ça, c'est pas possible en fait. Et puis en plus, c'est pas productif parce que moi, je suis en état de sidération, donc j'entends pas en fait ce que vous me dites. Parce que moi, ils m'ont dit, ah oui, mais ils avaient envie de vous dire des choses. Je dis, mais les choses qu'ils m'ont dites, je ne les ai pas entendues, puisque j'étais en état de sidération, donc c'est pas du tout productif. Et là, je leur dis, bah écoutez, au lieu de faire un face-à-face, pourquoi ne pas m'envoyer un mail? Comme ça, moi, le mail, je peux le lire, je peux bien le décortiquer pour être sûr de bien comprendre. Ensuite, je peux répondre, moi aussi, en prenant le temps, être sûr de bien formuler mes phrases pour qu'on me comprenne bien. Eh ben non. Et là, on me dit non, c'est pas possible. À un moment, je viens me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas à un moment une mauvaise volonté? Puisque c'est quand même, enfin, à mon sens, envoyer un mail, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais apparemment, si. Alors, on n'a pas su m'expliquer pourquoi, mais on m'a dit que c'était pas possible d'envoyer un mail là. Et en fait, on en revient au problème du coup avec les personnes autistes, c'est qu'en fait, on va toujours nous demander de nous faire les choses parce que quelque part, on est capable. Je suis capable de parler. Je suis capable comment? Je suis capable d'aller dans un centre commercial. Je peux. Physiquement, je peux y aller. Mais l'énergie
que ça va me prendre, ça, c'est pas pris en compte. Non. En fait, on se dit, si tu peux, c'est bon, c'est que tu peux. Par contre, je refais un parallèle parce que les gens comprennent bien quand j'utilise ce parallèle. Une personne qui n'a pas de jambes, elle peut marcher. Elle peut. Elle peut se traîner. On veut dire, elle peut avancer sans fauteuil roulant, elle peut avancer sans béquille. Mais à quel prix? Est-ce que vous vous verriez demander à une personne en fauteuil roulant de monter un escalier? C'est possible, hein. Ah, ben c'est complètement possible. Elle descend de son fauteuil, elle monte les marches une par une, elle se traîne par terre, elle est en haut de l'escalier. Et ben en fait, c'est ça que vous demandez aux personnes autistes tout au long de leur vie. C'est de faire des choses dont on est capable, mais sans prendre en compte la difficulté pour nous de faire cette action. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment réussir à s'imager. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Donc ça Et vaut qu'il y a le peut coup, en tout cas, là. et Mm. qu'il y a, et qu'il y a- et qu'il y a peut-être une autre solution pour que nous, ça nous prenne pas autant d'énergie de faire ça. De la compréhension, par exemple, il m'arrive souvent maintenant quand je fais une fête avec des amis, parce que oui, les autistes aiment bien faire la fête. On en revient, voilà, on en revient à ce que je disais avant. J'aime faire la fête, par contre, je n'aime pas être dans un endroit avec 40 000 personnes serrées les uns contre les autres, à écouter de la musique à fond et des trucs qui clignotent de tous les côtés. Ça, j'aime pas. Par contre, passer une soirée avec quelques amis, boire un coup, jouer à un jeu de société, chanter, faire de la musique, j'adore faire ça. Par contre, voilà, ça va m'épuiser plus que les autres. Donc, il n'y a pas si longtemps, j'étais justement avec un groupe d'amis qui sait que je suis autiste. Et à un moment, c'était trop. C'était trop fort. C'était trop. Eh bien, je l'ai dit. J'ai dit, ah, je suis désolé, mais c'est possible de parler moins fort, de baisser un peu la musique, d'éteindre un peu les lampes qui clignotent, là, parce que j'en peux plus. Et là, ils m'ont tous dit, bah oui, ah oui. Et là, tout le monde a baissé, et même eux se sont dit, ah oui, t'as raison, ça fait du bien. Et du coup, avant, j'aurais pas fait ça. Mhm. Avant, j'aurais rien dit. J'aurais rien dit, j'aurais subi. Et puis à un moment, mes amis m'auraient dit, bon, ça va pas? Oh, mais t'es chiant, à chaque fois, t'es toujours crevé. Enfin, t'es toujours. Voilà. Et en fait, j'aurais été encore stigmatisé en me disant, c'est moi qui sait pas m'amuser, qui sait pas machin. Bah non, c'est juste, c'est trop ce que vous me faites. Ou alors, je serais pas venu. Encore une fois. Et puis, je serais passé pour un ermite. Oh, lui, il veut jamais venir, il veut jamais s'amuser. Bah non, parce que c'est trop. Et encore même maintenant, quand j'invite des amis chez moi, il m'arrive souvent de faire 10 ou 15 minutes de pause. Mes amis le savent. Des fois, je les laisse tout seuls pendant 10 minutes. Je vais m'isoler dans ma pièce, lire un livre, ou enfin, voilà, je vais redescendre, je vais me ressourcer pendant 10 minutes. Je ressors de la pièce, et puis on reprend où on en était. Et il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun... Ils comprennent, ils savent que j'en ai besoin. Bah comme eux, ils vont avoir besoin d'aller pisser. Moi aussi, hein, mais voilà. Dire qu'à un moment, quand tu as envie de pisser, bah, tu vas pisser, puis tu reviens. Et personne ne se dit, oh, il est chiant, hein, il pisse toutes les 10 minutes. Non. Bah voilà, c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut les uns les autres être au courant de ces particularités. Moi, il y a des personnes qui me reprochent des fois de dire que je suis autiste. Mais en fait, bah, je dis, bah non. Parce que comment informer les gens? En fait, si on leur dit pas, on a essayé de les laisser deviner. Ouais. Ça marche pas. Non, c'est ça, hein. Ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Ça ne marche pas. Donc, autant leur dire et leur dire, bah voilà, j'ai besoin de ça. Ok, d'accord. Et les personnes bah, qui vont pas être d'accord avec ça, eh ben, d'un côté, je dirais tant mieux, puisque ça filtre. C'est-à-dire, bah écoute, bah tant pis, on ne sera pas amis alors, puisque tu, voilà, tu ne veux pas t'adapter comment,
à ma façon d'être, t'acceptes pas ma façon d'être ni qui je suis, ça sert à rien qu'on soit amis. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris à mes dépens. On n'a pas besoin d'être aimé de tout le monde. Pendant longtemps, j'ai cru Mhm. qu'il fallait que je plaise à tout le monde et que je sois aimé de tout le monde. Donc dès que quelqu'un ne m'aimait pas, eh ben je faisais tout pour que cette personne m'aime. Quitte à changer ma façon d'être, quitte à changer mon orientation politique. Enfin, vraiment, jusque pour plaire à la personne là. Mais du coup, bah, je plaisais plus à l'autre. Ouais. Et donc, enfin, c'était devenu n'importe quoi. Donc maintenant, j'ai accepté le fait qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Je pense que même ici, vous allez m'écouter, il y a des personnes qui ne vont pas m'aimer. Eh bien, vous avez le droit, en fait. Vous avez totalement le droit, et moi, j'ai le droit de m'en foutre. Du coup, c'est pas grave. Vous m'aimez pas, bah, moi, je sais, voilà, c'est pas, point. Oui, ça va même pas plus loin que ça. Vous avez le droit de pas m'aimer, et j'ai le droit de ne pas, ouais, de m'en foutre. Voilà, ça, c'est le. Donc voilà, du coup. Et après, par contre, du coup, j'ai remarqué que depuis que je fais ça, eh ben, je m'entoure uniquement de personnes qui me correspondent Mm. et à qui je corresponds également. Et je me suis dit en fait que chaque minute passée avec quelqu'un avec qui on n'a rien ensemble, bah, c'est une minute de moins que je pourrais passer avec quelqu'un qui, qui me correspond et à qui je corresponds. Est-ce Donc que tu voilà. dirais que le fait d'avoir eu ton diagnostic, ça t'a aidé à pouvoir faire ça? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'avant, je me connaissais pas, donc c'était difficile pour moi de savoir qu'est-ce qui serait bon pour moi au niveau des relations. Bah, ça m'a aidé, oui. Bah, et ça a aidé surtout à légitimiser mes difficultés. Mm. C'est-à-dire maintenant, j'ai un papier qui prouve que j'ai des difficultés. Alors, je ne sais pas au Québec, mais en France, on est le pays de l'administration. Les gens ont besoin de papier pour prouver tout. Hein, tu peux t'ouvrir, je caricature, mais si tu t'ouvres le bras, si t'as pas un papier du médecin qui te dit que tu as le bras ouvert, personne ne te croit que tu as le bras ouvert. Je plaisante, bien sûr, mais voilà, c'est presque ça. Et donc, le fait d'avoir ce papier, eh ben, aide les gens à être plus réceptifs et à dire ah bah ok, oui, oui, ok, t'es autiste, d'accord. Et, alors attention, c'est pas devenu une excuse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, Ouais. ça, en se disant ah mais c'est ton excuse d'être autiste, ça y est, maintenant, dès qu'il y a un truc qui va pas, ah bah c'est parce que je suis autiste, parce que je suis autiste. Non, faut pas du tout le voir comme ça. C'est juste que, bah, en fait, pendant 35 ans, on m'a refusé qui j'étais. On m'a refusé le droit d'être moi-même, et maintenant j'ai ce droit. Et je l'utilise. Je suis moi-même, et ceux à qui ça plaît pas, tant pis. Tant pis, j'ai même aucune haine contre eux. Mm. Ils ont le droit, ça a le droit de pas leur plaire. Bah juste venez pas me parler. Enfin, pas grave, c'est pas grave. Et les autres, vous êtes les bienvenus. Du coup, à discuter, à parler, à échanger. Voilà, je veux dire, vous pouvez même venir me voir. Moi, j'ai une page du coup Mhm. sur les réseaux, sur Facebook, où je communique beaucoup d'anecdotes sur l'autisme. N'hésitez pas, voilà, à venir voir, me parler, discuter. Ce sera un réel plaisir. Si votre but est bienveillant. Si votre but c'est de critiquer, si votre but c'est de faire du mal, ça sert à rien, enfin, ça n'a pas de bon sens. Ouais, voilà, donc voilà, du coup, mais par contre, si votre but est d'avancer, de découvrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'entrer dans mon monde, il vous est ouvert. Venez, il y a de la place, il y a pas de souci. Donc voilà, après, on est arrivé présentement au moment présent. Donc voilà, après moi le futur, là bas maintenant, j'espère pouvoir accéder là, à une formation en technicien de l'événementiel, D'accord? en son, vidéo, lumière, voilà, parce que c'est quelque chose que je fais depuis tout le temps et je pense que c'est ma voie. Faut pas que je cherche autre chose, c'est pour ça que je suis fait.
la musique, voilà, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel je vais me mettre à fond, puisque c'est la seule chose que j'ai jamais lâchée, et c'est la seule chose qui ne m'épuise pas outre mesure. Donc je vais continuer à me lancer là-dedans, et puis on va avancer petit à petit en comment? En étant, en étant fier de ce que je suis. Et ça, je pense que c'est important. Les personnes autistes doivent être fières de ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, j'ai ce petit tatouage, alors je ne sais pas si on va le Oui, voir. on le voit bien. Voilà, celui-là, qui est le symbole de la fierté autistique, dont tu le connais. Voilà, donc c'est voilà, je suis fier d'être autiste. Je, c'est une force, c'est ma force, c'est ce que je suis moi. Et c'est surtout, j'aime bien à me penser un humain autiste. Et arrête, j'ai ma personnalité, j'ai tout ça qui vient et tout. Et voilà, c'est vrai que c'est, oui, cette fierté autistique. Voilà, Et si demain, on m'a souvent posé la question, euh, si tu pouvais là, d'un coup de baguette magique, ne plus être autiste, eh ben non. Non, je ne voudrais pas parce que je me sentirais vide. Je me sentirais, comment dire, par exemple, voilà, vraiment un exemple concret, je suis hypersensible sur les sentiments. Je ressens tout puissance 10 000. Alors oui, la colère, je la ressens puissance 10 000. La tristesse, je la ressens puissance 10 000. Mais l'amour, la joie, l'allégresse, tout ça aussi, je le ressens puissance 10 000. Ma femme me dit souvent en rigolant, je tombe amoureux comme je tombe d'une chaise. Mais c'est vrai. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui prennent de la drogue et qui ne ressentent pas la moitié de ce que j'arrive à ressentir. Et vous voudriez que je me passe de ça? Bah non, non, je suis content de tout ressentir. Voilà, je suis content d'être ce que je suis et j'aimerais juste pouvoir vivre dans un monde qui est au courant de ça et qui ne me fasse pas subir des choses qui m'épuisent de trop. Et c'est tout. En fait, c'est pas grand-chose, du coup. Je ne demande pas grand-chose, me laisser me vivre moi-même. Ouais, je pense que c'est à enfin, c'est tout à chacun, en fait, d'avoir ce souhait d'être soi-même. Je pense que c'est la meilleure chose que chacun puisse être, c'est soi-même totalement. Et voilà, grâce à mon diagnostic, je suis en chemin vers ça, grâce à mon entourage aussi, parce que voilà, faut pas l'oublier, voilà, je suis très bien entouré, j'ai une femme exceptionnelle qui est mon aidante depuis bientôt 15 ans, j'ai des enfants exceptionnels, même mes parents, qui maintenant, eux, ont compris leur erreur, s'en veulent horriblement, mais du coup, sont toujours là pour moi. Ils sont toujours là pour me faire avancer. Voilà, j'ai vraiment cette chance, moi, d'être entouré de personnes. Et voilà, et on avance petit à petit, et puis on verra ce qui arrivera. Et la dernière chose, et ça c'est vraiment un truc pour moi, enfin qui m'arrive et qui fait bizarre. Alors ça, je m'adresse là presque plutôt à des personnes qui seraient en cours de diagnostic ou qui iraient se faire diagnostiquer. J'ai remarqué quelque chose, alors qui au départ paraît étrange, mais qui fait du sens après. Euh, c'est que depuis mon diagnostic, j'ai l'impression d'être plus autiste qu'avant. Ah, oui. C'est-à-dire, il y a des fois où, par exemple, c'est compliqué pour moi d'aller dans des magasins, alors qu'avant, c'était beaucoup moins compliqué. Et je me dis, mais comment ça, enfin, pourquoi et tout? Et en fait, d'après m'être un peu renseigné sur le sujet, c'est juste que je suis en train de devenir moi-même. Et que tous ces petites choses que j'avais enfuies, tous ces traits autistiques que j'ai enfuis en moi, bah, je les laisse juste sortir. Alors après, on va dire, oui, mais c'est bête, parce qu'avant, tu pouvais aller dans les supermarchés, puis maintenant, tu peux plus. Ben non, parce que avant j'y allais, mais je m'y épuisais. Et Exact. avant, je comprenais pas pourquoi il y a des journées où j'étais épuisé alors que je n'avais rien fait. Bah, c'est parce que je contenais tous mes traits, parce que je m'empêchais de faire du flapping, parce que je m'empêchais de crier, parce que je m'empêchais de pleurer, parce que je m'empêchais de rire, parce que bah, tout ça, c'est épuisant.
Et du coup, maintenant, je laisse tout sortir. Je ris, je crie, je pleure, je flappe, je saute, je tourne. J'en fais trop. Et je pense que trop n'est jamais assez. Non, mais c'est vrai, on peut pas aimer trop, on peut pas être trop à fond. Moi, au contraire, je trouve que les gens sont pas assez. Vous voyez, on prend dans l'art, par exemple, Lara Fabian. Je sais pas si tu connais Lara Mhm, Fabian, qui est belge, il me semble. On lui a souvent reproché aussi d'être trop. mhm. Même sur scène, elle fond en larmes, elle pousse jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Et ben moi, cette artiste, c'est l'une des seules qui me fait fondre en larmes. Parce que justement, elle est à fond. Elle ne retient rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter de retenir. Il faut arrêter de se retenir de choses pour des mauvaises raisons, en plus, derrière. Je pense que j'ai un peu fait le tour. C'est une Je sais pas si très belle tu pensée pour nous laisser. essayes de finir sur du positif. Le but, c'est le positif. Il faut avancer, il faut que il y a trop d'horreur, il y a trop d'horreur, on a subi trop, même dans le monde, il y a déjà assez de négativité. C'est que la positivité qui nous fera avancer, et l'amour et les pensées de l'un l'autre, quoi. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Puis, euh, comme je disais au début, c'est vraiment rare que les hommes autistes acceptent de témoigner. Si jamais il y a d'autres hommes autistes qui aimeraient raconter des choses qui leur sont arrivées ou expliquer des choses en lien avec l'autisme, je serais vraiment preneuse parce que c'est très difficile d'avoir des témoignages d'hommes pour une raison que j'ignore. Donc, je te remercie pour ça. Ton témoignage est Compris. particulièrement de l'importance pour moi. Et Euh, puis ça me fait plaisir si ça peut faire avancer les choses, si des personnes peuvent se retrouver en moi et se dire, tiens, je suis peut-être pas tout seul à être comme ça, et on n'est pas tout seul. Voilà. Et merci à toi, du coup, de m'avoir donné cette opportunité. Merci, ben bonne fin de journée. Merci à toi.